Salut les fous du volant. Abemous, papam. Ça y est, la saison 2025 est terminée. Lando Norris succède à Max Verstappen au palmarès de la Formule 1. Ce Grand Prix d'Abu Dhabi qui n'a pas été le plus palpitant de la saison, mais on l'a vécu avec l'idée qu'à tout moment, un bouleversement pouvait avoir lieu. Mais finalement, la logique mathématique a été respectée. Celui qui est arrivé avec le plus grand nombre de points, Yas Marina, est reparti champion du monde. Raikkonen aurait pu le dire. C'est un peu ça. On est d'accord que même si on n'est pas contre Norris, on espère toujours un scénario un peu plus fou que celui qu'on a eu dimanche dernier. Ce qui est incroyable, c'est que c'était une finale à 3 dans laquelle tu avais Verstappen, donc tu penses qu'il peut tout se passer, qu'il va y avoir des choses rocambolesques, qu'à la fin, c'est lui qui va émerger en champion. Et puis, il pouvait aussi ne rien se passer parce que Verstappen n'avait qu'à gagner. Et derrière, c'était pas sous son contrôle. Et les McLaren pouvaient assurer. Ils ont fait mieux que ça. Ouais. C'est qu'ils ont sorti une masterclass en stratégie, en couvrant tous les cas de figure possibles, tout ce qui pouvait arriver presque du tour par tour. C'était juste génial. Et pour moi, c'est la victoire du fair play, d'une équipe qui a vraiment qui fait de la compétition dans un esprit assez pur. Attends, on n'a pas encore commencé. On n'a pas encore commencé, Stéphane. Donc, est-ce que Lando Norris est un beau champion du monde de Formule 1 ? On se posera la question. Red Bull et Max Verstappen qui s'inclinent de seulement 2 points au championnat au terme d'une remontada assez incroyable. On parlera justement de cette saison en 2 temps pour l'équipe autrichienne. Et puis comme c'est la fin de saison, on va faire un petit focus quand même sur Ferrari, sur Alpine. Bon, les deux sont pas très joyeux, autant vous le dire tout de suite. Alpine qui dit adieu au moteur Renault en Formule 1. On vous donnera évidemment aussi quelques clés pour anticiper et comprendre ce qui va se passer en 2026 au niveau du règlement technique, de la composition des équipes. Les fous du volant, le dernier de la saison 2025, c'est parti. Et on attaque avec Lando Norris, qui a donc été sacré champion du monde de Formule 1 2025. Il succède, comme je le disais, à Max Verstappen au palmarès. Alors, on nous a beaucoup posé la question, en tout cas il y a eu souvent débat, s'il est champion, ça ne sera pas un beau champion. Alors dans la rédaction, on s'est un petit peu posé la question. Je dois vous dire une chose, je ne suis pas très à l'aise avec cette question, parce que en fait, la règle, c'est que celui qui a le plus de points à la fin du championnat, il est champion, et qu'on n'a pas trop à se demander si c'est un beau champion ou pas. On va quand même se prêter à l'exercice, parce que ça intéresse beaucoup de monde. Et moi j'ai envie de dire que c'est quand même un beau champion du monde, parce que il a livré un combat qui était contre les autres, oui, mais qui était surtout, moi j'ai eu le sentiment, un combat contre lui-même, contre ses doutes, contre ses failles. Et ça, c'est un petit peu, on l'a vu, le genre de choses qui est un petit peu sous-évalué, Stéphane. Ouais, si McLaren était un beau champion des constructeurs avec des principes forts. Et Norris l'est aussi. Et Norris a dit, je veux être champion du monde avec mes principes. À un moment où Verstappen crée la polémique dans le peloton. Et en clair, le message, c'était je ne veux pas faire de l'intimidation dans le peloton, je ne veux pas piloter à la dure, je veux rester sur mes principes, quitte à perdre. Et ça, c'est génial. Et jusqu'au bout, en fait, on a eu les papaya rules. Clairement, Zak Brown les a imposés cette année en disant, en fait, ça se résume à un principe simple. Vous êtes libre de courir, simplement, il ne faut pas rentrer en contact et faire courir des risques à l'autre voiture. Point. Donc, c'est quelque chose d'assez sensé. Il a essayé de préserver ça tout au long plutôt que de tuer un pilote au profit d'un autre. Et ça, il faut l'en remercier. Et puis, derrière, ils font une stratégie absolument remarquable. Ils ont pris en tenaille Verstappen. Il y a une voiture qui devait s'arrêter avant, une voiture après. Ils couvraient tous les risques possibles, y compris celui d'un retournement de situation qui aurait été plutôt favorable à Piastri parce qu'une voiture de sécurité aurait donné un arrêt gratuit à Piastri et c'est là où il aurait pu être champion. Et quand bien même Norris aurait rétrogradé, serait sorti du podium, c'est Piastri qui pouvait être champion du monde. Et si Verstappen doublait ensuite Piastri se retrouvait 2e avec pourquoi pas Norris 3e, et bien en ce moment-là, McLaren pouvait appeler Piastri pour lui demander de rétrograder de 2 places. Et donc, à l'arrivée, c'était encore Norris champion du monde. Donc, là, ils ont couru, en fait, avec une couverture sur l'intégralité du Grand Prix. C'était remarquable. Bon, on sent qu'ils avaient bien travaillé leur copie stratégique, il fallait, contrairement là, au Grand Prix précédent. Ouais. Alors, dernière édition des Fous du Volant en 2025. Et grande nouveauté, messieurs, dames, on vous propose une interview du champion du monde de Formule 1 2025, Lando Norris. The championship is not
who wins the most races, who has the most podiums. It's clearly about who can just be the most consistent and clearly just who can get the most points over the course of a season, right? So, you know, I just felt like I've gone out every weekend and I've tried my maximum and I've tried to overcome certain obstacles. I've been able to perform. I've had my luck. I've had my unlucky moments. But that's just racing. And in the end of the day, I felt like I've really been able to focus a lot on myself. I try and ignore everyone else on the outside and utilize my team around me and just live in my little bubble. And I think that's also what makes me very happy now, is that for so long you're just in a bubble. You're really just trying to repeat, learn, repeat. And then all of a sudden it's just like pop. And you finally get to release some emotion. Alors il parle de régularité, Lando Norris, Stéphane, et c'est, les chiffres le montrent, ce qui lui a permis de conserver à la fin ces 2 petits points d'avance et qui font de lui ce champion du monde. Oui, tout à fait. Et on ne s'arrête pas simplement aux chiffres. Il n'y a pas une dictature des chiffres. C'est ce que nous explique vraiment Lando Norris. Ben oui, c'est pas lui qui a remporté le plus de victoires, c'est Verstappen, ni de pole position. La même chose, c'est Verstappen. Les tour leaders, encore moins, toujours Verstappen. Et là, par contre, son nom apparaît dans la case des podiums en première position. C'est ce qui justifie, en fait, il a essayé de se défendre assez tôt, assez vite sur cet aspect juste statistique, en nous expliquant que globalement, il était un champion du monde en construction, qu'il a appris, que tout le monde a appris en interne de ses erreurs. Et c'est comme ça qu'on fait. Et cette saison a été faite de haut et de bas. Il a commencé la saison avec une voiture qui ne lui convenait pas et qui est venue à lui petit à petit. Il est revenu dans le jeu. C'est ça ce que ça signifie finalement. Et je trouve qu'on nous a raconté une belle histoire parce que on a eu des années où Verstappen était champion, c'était le meilleur pilote au volant de la meilleure voiture, vainqueur de 10 grands prix de suite. Et puis une fois qu'on avait dit ça, que les gens qui avaient le mieux travaillé étaient récompensés, on a essayé de passer à la saison suivante parce qu'il y avait eu 0 suspense. Ouais. Là, on a eu un suspense de dingue. Non, déplaise aux fans de Max Verstappen, c'est vrai que cette saison était plus intéressante qu'il y a 2 ans. La plus intéressante depuis 2021. On est d'accord. Alors, c'est vrai que peut-être ce qui a porté préjudice aussi au lustre de Lando Norris, c'est qu'il a quand même perdu 59 points sur la deuxième moitié de saison par rapport à Max Verstappen. Et il en a perdu finalement beaucoup, c'est ce qu'on est allé chercher, sur des causes extérieures, Stéphane. Et mine de rien, le chiffre est vraiment impressionnant. Je m'attendais à ce qu'on voit que ce soit lui qui en ait perdu le plus. Mais là, 43 points perdus par Lando Norris sur des causes extérieures. C'est la casse moteur à Zandvoort. Problème hydraulique, je crois, oui. Ensuite, il se fait sortir par Piastri au départ du sprint à Austin. Il était en 2e position. On peut imaginer que c'était sa place, qu'il allait terminer 2e. Et puis à Las Vegas, là, c'est la disqualification. Alors, ce sont des causes extérieures, des dommages collatéraux, mais c'est quand même 4 fois plus que les pertes de Piastri. 10 points à Las Vegas, la disqualification. Et puis les 8 points de Verstappen qui se fait percuter au départ à Spielberg. Alors, il est 6e à cet instant-là. On pourrait dire que c'est 12 ou 15 points parce qu'il aurait peut-être fini sur le podium. Ça ne change pas grand-chose. On voit quand même qu'il y a une proportion assez nette défavorable à Norris. Ce qui signifie que s'il n'y avait pas eu tout ça, ces impondérables, alors on ne vit pas dans un monde parfait, mais s'il y avait ça, Norris aurait été titré depuis longtemps. Et c'est ça qui ajoute aussi un petit peu, il a dû lutter quand même contre certains événements extérieurs. Bon, mais n'empêche qu'on a tous dans l'idée que si Max Verstappen avait été au volant de la McLaren, le championnat aurait été plié plus tôt. C'est aussi ce qui fait qu'on se dit c'est pas un champion qui restera dans les annales. On verra parce que après on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Est-ce que maintenant il va être libéré, qu'il va être beaucoup plus fort. Il a eu aussi un élément à gérer. Qui n'a quasiment jamais été le cas pour Max Verstappen, c'est qu'il a fallu partager les points, les victoires avec son coéquipier. Ça parle aussi beaucoup, Stéphane. Voilà, tout à fait. Moi, j'ai repris simplement le classement du championnat du monde, les courses et les sprints, en imaginant qu'il n'y avait qu'une seule McLaren, parce que c'est un peu le schéma qu'il y a chez Red Bull. On a un pilote numéro 1 qui prend tous les points et on n'a pas de pilote numéro 2. Si Norris n'avait pas été gêné
tout au long du championnat par Piastri qui lui prenait des points de temps en temps, et bien Norris, parce que gêné, concurrencé, il aurait marqué 52 points de plus. Donc ça aurait été plié depuis très longtemps. Et à l'inverse aussi, si Piastri avait été le seul pilote vedette, l'unique pilote, la pilote star chez McLaren, il aurait marqué 43 points de plus. Ça veut dire qu'il aurait été champion du monde facile. Ça signifie là que eh bien, Piastri, c'était le meilleur des deux chez McLaren qui remportait le titre. Alors évidemment, ils se sont pris des points et puis Red Bull a capitalisé aussi là-dessus finalement, parce Exactement. que si tu termines premier, troisième, tu marques 40 points. Si tu fais 2 fois deuxième, tu en marques 36. Le delta n'est pas énorme et c'est un petit peu là-dessus que grâce à ça que Verstappen est rentré et resté dans le jeu. Exactement. Alors, on parle de Lando Norris, mais c'est aussi l'histoire d'une résurrection pour McLaren. Norris est le premier pilote champion du monde de cette équipe depuis Lewis Hamilton en 2008. Mais parmi ceux qui nous écoutent, Stéphane, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont en tête les 20-25 dernières années traversées par cette équipe. Évidemment, tout le monde se souvient des années 80, Lauda, Prost, évidemment Senna au début des années 90, Hakkinen à la fin des années 90, lorsque McLaren était le grand rival de Ferrari et du trio Schumacher, Todd, Brown. Et puis il y a eu cette exclusion du championnat en 2007 pour tricherie. Paradoxalement, le titre de Lewis Hamilton qui arrive juste l'année d'après, et ensuite une véritable descente aux enfers, la greffe du moteur Honda qui n'a jamais pris au milieu des années 2010 avec Button, Van Dorn, Alonso, le fameux GP2 Engine, le moteur de GP2 qui était l'équivalent de la Formule 2, la phrase qui a ulcéré les ingénieurs Cette élimination, japonais. c'était à Suzuka. L'équipe a failli disparaître Ouais, pendant un moment. Clairement, elle était sur le point d'être mise en liquidation. Et elle renaît sportivement ensuite en 2019, l'année où arrive Lando Norris. C'est assez finalement symbolique. Lando Norris sacré donc le week-end dernier. Et McLaren, sur l'échiquier historique de la Formule 1, est de plus en plus présent, Stéphane. Ouais, je tiens un coup de chapeau à Zak Brown parce que c'est lui qui a choisi de promouvoir Norris, alors qu'il n'était que jeune pilote. C'est lui qui est allé chercher aussi Piastri pour 0 €, un pilote qui avait été formé de A à Z par Alpine. Il a senti des coups et surtout, son plus beau coup, je trouve, c'est que ils ont compris avec Andrea Stella, un ancien de Ferrari, qu'il fallait débaucher Rob Marshall de chez Red Bull pour faire la voiture. Quelqu'un qui n'avait encore jamais dessiné une voiture et qui s'est trouvé tout de suite comme un poisson dans l'eau. Et la difficulté, c'est que New Way, par exemple, chez Red Bull... La première copie n'était pas super, mais ils l'ont vite récupérée. Il fallait la corriger, c'est-à-dire qu'il a passé son temps, en fait, il a d'abord diagnostiqué qu'est-ce qui n'allait pas sur la voiture. Il a enlevé plein de pièces au début, dans les 3-4 premiers mois, et ensuite il a commencé à mettre des nouvelles pièces, et là on s'est aperçu que ça marchait. Mais chez Red Bull, quand Adrian Newey veut prendre du recul, en fait, il sait qui choisir. Il va chercher Pierre Vacher, qui est chez Sauber. Et la voiture, elle n'est pas spectaculaire, mais lui, il a vu des choses sur cette voiture qui lui dit que c'est un bon designer. Et effectivement, Pierre Vacher est un très bon designer. Il a pris la suite. Mais chez McLaren, il n'y a personne pour dire attention, là, ce technicien est très intéressant et c'est Zak Brown qui l'a trouvé. Je trouve ça juste formidable. Andrea Stella aussi, comme directeur d'équipe, il fallait y penser. Bref, et puis il a sauvé aussi de la banqueroute, de la disparition pure et simple McLaren, ce qui est complètement génial. Alors, ce qui fait que on se replace dans un contexte un petit peu historique. Aujourd'hui, eh bien, McLaren, c'est la seule équipe qui peut regarder Ferrari les yeux dans les yeux. Les titres pilotes, c'est 15 pour Ferrari, mais c'est 13 maintenant pour McLaren. Attention à la Scuderia. Chez les constructeurs, c'est un petit peu plus différencié. Ferrari encore est tranquille avec 16 titres contre 10 pour McLaren. Et quant aux victoires, là aussi c'est pareil. McLaren se rapproche de Ferrari, 203 contre 248. Ferrari a encore un petit peu de marge, mais attention, là, en 2 saisons, ça peut être plié. Et puis les pole positions, Ferrari, là, c'est pareil, était assez confortable. Et puis vous voyez, par rapport au 3e, il y a aussi de la marge. Ça veut dire que vraiment, Ferrari est concurrencé aujourd'hui par McLaren. McLaren, quand même, qui regarde Ferrari vraiment comme d'égal à égal quasiment. Et peut-être que dans 2 ou 3 ans, eh bien, McLaren regardera Ferrari dans le rétroviseur. On en reparlera. Alors, on a parlé beaucoup de McLaren et de Lando Norris. On va passer maintenant aux adversaires, à
l'adversaire, en fait, Max Verstappen et cette équipe Red Bull qui a fait une saison en 2 ans et finalement qui échoue pour 2 points. C'est peut-être le moment de faire une sorte de bilan de l'ère post-Horner chez Red Bull. Avant de s'intéresser vraiment au bilan mathématique, hein, il y a vraiment 2 demi-saisons chez Red Bull. Il faut quand même dire que Max Verstappen, il nous a offert une deuxième moitié de saison palpitante, tout comme Oscar Piastri d'ailleurs. Et finalement, celui qui est le plus légitime pour rendre hommage au quadruple champion du monde et à Oscar Piastri, bah, c'est le nouveau champion du monde. On écoute de nouveau Lando Norris. I mean, Max and Oscar, I don't want you to forget about Oscar. Like, you know, they've both made my life hell this season. So much of what I've done is because they give me an arse whooping every now and then, and I gotta go and question myself after how did they beat me by so much here? How did they do this corner so much better than me? All these things. Everyone understands that from Max because he's achieved so much already. He's a 4-time world champion, and you know, I honestly believe Max is one of the best you'll ever see in Formula One. He works hard. He's an incredible driver. He was, you know, he's got everything you need in so many ways. And Oscar is still, let's say, the new kid on the block, but he drives like he's been in it for 20 years already. And he's also made my life very difficult. I think as teammates, we've made our lives difficult. That's allowed Max to catch up in the championship and then make both of our lives difficult. Bon, il récapitule un petit peu tout. C'est intéressant de voir la vision de Lando Norris. On en revient donc finalement à cette saison en 2 temps parce que c'est sans doute ce qui a coûté le titre à Max Verstappen et empêché Red Bull d'enchaîner avec un 5e titre pilote consécutif. On se resitue un tout petit peu dans l'histoire de cette saison. Laurent Mekies est nommé patron de Red Bull en lieu et place de Christian Horner le 9 juillet, juste après le Grand Prix de Grande-Bretagne. C'était la 12e épreuve de la saison qui en compte 24, donc on est précisément à la moitié du championnat. On fait le point à ce moment-là, c'est Oscar Piastri qui est en tête, 234 points, Lando Norris 226, il y a 8 points d'écart seulement entre les 2 hommes, et Max Verstappen est à des années-lumière, hein. Il est déjà à 68 points du leader. On se dit que c'est mort. Red Bull est 4e au classement des constructeurs. Alors on parle même plus de McLaren, mais même Ferrari, on est à 50 points de retard par rapport à Ferrari sur une demi-saison. Ensuite, il a fallu 2 épreuves pour que la structure autrichienne se remette en ordre de marche, puisque Verstappen accusera au soir du Grand Prix des Pays-Bas un retard de 104 points sur le leader du championnat, qui sera encore Oscar Piastri à ce moment-là. Mais on reste sur cette date du 9 juillet et finalement de cette scission avec 2 demi-championnats. Et regardez le classement final tel qu'il restera pour l'éternité en 2025. Norris, 423 points, 2 petits points d'avance sur Verstappen, 410 pour Piastri, 3 pilotes en 13 points quand même, c'est énorme. McLaren absolument au-dessus du lot en termes de classement des constructeurs. Red Bull qui est revenu dans la course pour la 2e place, qui échoue pour 18 points, derrière Mercedes et devant Ferrari qui a dégringolé à la 4e place. Il était donc à 69 points du leader avec 2 victoires et 5 podiums, soit un total de 165 points. Et sur la 2e partie du championnat, Stéphane, avec Laurent Mekies, voilà, on passe de 2 victoires en 12 courses à 6. On passe de 5 podiums à 10. On passe de 165 points inscrits à 256. Il y a vraiment un avant et un après. Il y a vraiment un avant et un après. Alors, tu peux considérer aussi que s'ils étaient restés avec Horner, on n'aurait jamais su qu'ils avaient cette capacité de réaction. La différence fondamentale, c'est que Laurent Mekies, c'est un ancien ingénieur, directeur de course à la FIA, directeur adjoint chez Ferrari, et qu'il a cette dimension technique. Et qu'il arrive et qu'il comprend tout de suite ce qu'il faut faire. Ce que n'était pas capable de lire, en fait, Horner, qui s'en remettait à ses techniciens et qui ne savaient pas les recadrer s'ils partaient dans une mauvaise direction. Bon, oui, je suis d'accord, mais c'est les mêmes techniciens, au final. Oui, mais ce n'est pas la même approche. C'est surtout ça. C'est-à-dire que
Même il y a Laurent Mekies qui a dit que la contribution de Helmut Marko avait été importante. Helmut Marko, ancien pilote, vainqueur des 24 heures du Mans. Et lui, il a certainement dit, je sais ce qu'il faut à Max Verstappen. En tous les cas, quand il parle de ça, écoutez-le, il faut développer dans cette direction-là, etc. La voiture qui avait été un petit peu assouplie en termes de réglage pour être un petit peu plus... Moins extrême. Oui, et exploitable par le deuxième pilote. Ils en sont venus à quelque chose de très très pointu parce qu'ils se sont dit, de toute façon, on n'a qu'un pilote, on va l'assumer complètement, et là, on va retrouver de la performance. C'est exactement ce qu'ils ont fait, alors que Pierre Vacher avait convaincu Christian Horner d'étendre la fenêtre d'exploitation de la voiture, quitte à sacrifier un peu de performance, et c'est ce qu'il avait expliqué en début de saison. Et donc là, c'est là où il y a eu le virage, mais tout se joue à 2 points. Et là, je me suis dit vraiment, c'est peu et c'est en même temps beaucoup. Et c'est l'erreur de Max Verstappen qu'il avait pointée en Espagne. Qui s'emporte au Grand Prix de Catalogne. Qui s'emporte complètement, qui fait un coup de tampon dans la Mercedes de Russell. Il arrive 5e, il prend 10 secondes de pénalité, il dégringole 10e, il perd 9 points. Donc là, le championnat, là, c'est pas juste 2 points qu'il a perdu, enfin, c'est plus que ça, il y a plus de marge que ça. Et quand ils mettent en place une stratégie dimanche, mais je me dis, mais c'est un grand moment de solitude. Il est tout seul, il est devant, il n'a personne derrière. Et il y a Tsunoda qui est prêt à faire le sale boulot, parce que chez Red Bull, on considère que c'est normal. Et que quand ils sont un petit peu gênés, ou Max Verstappen, ou quand il y a une suspicion du côté d'Antonelli, Red Bull avait comme jeté 2 Doberman lancés pour aller aboyer du côté de chez Mercedes et d'Antonelli. On trouve ça normal aussi. Bon, moi, c'est ça qui m'a posé problème. Normal. Il y a eu un communiqué. Mais tu as vu ce qu'il a fait quand même. Tsunoda aussi, il était prêt à faire le sale boulot. Il l'attendait. Et sur cette action-là, en fait, il est là pour ça. C'est sa dernière action en tant que pilote Red Bull. Et si Norris se trompe un peu ou dérape, fait un tête à queue, part dans le décor, on va dire, mais en fait, Tsunoda faisait un peu d'obstruction et c'est Norris qui a fait la faute. Donc, McLaren était, quoi qu'il arrive, en tort. Et je trouve qu'en fait... C'est aussi pour ça qu'il n'a pas été sanctionné, Norris. Tout à fait, exactement, parce que tu peux pas tout mettre noir sur blanc dans le règlement, mais on voit clairement que il y avait quelque chose qui tombait sous le sens. Et d'ailleurs, aussi, la FIA avait fait quelque chose de très important. Une faute antisportive, on aurait pu dire. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il le poussait. C'était un piège tendu à Lando Norris. Et c'était pour qu'il fasse en fait une action de trop, parce qu'il ne se passe rien dans ce Grand Prix. Mais la FIA avait mis, alors c'est ça qui m'a un petit peu gêné aussi, avait mis ses tauliers quand même dans le collège des commissaires pour juger ces faits. Et ça m'a un petit peu embarrassé, parce que c'est Derek Warwick qui était en poste. Derek Warwick, ancien pilote, on a dit qu'il n'avait pas une grande expérience de la Formule 1. Bon, il a fait beaucoup de Grands Prix, quelques podiums, jamais de victoire, mais il a quand même gagné le 24 heures du Mans. Et donc, il était là en poste pour la 6e fois, tout à fait, pour la 6e fois, mais il connaît les situations de course. Et là, ce qui me gênait un petit peu plus, c'est qu'avec lui, il y avait Gary Connolly, qui est australien. Donc, si tu te retrouves à gérer des positions Verstappen, Norris, Piastri, tu as déjà un Anglais, tu as déjà un Australien. Moi, ça me gêne. Bon, il n'y a pas d'équité. Et Mathieu Remery, qui a opéré aussi 6 fois, lui, il est belge. Il n'était pas néerlandais. Ils auraient pu trouver un néerlandais, comme ça, ils auraient eu l'équilibre. Gary Connolly, c'était sa 9e fois qu'il apparaissait dans le collège des commissaires cette année. Je rappelle que Max Verstappen est à moitié belge par sa maman. Tout à fait. Donc, c'était la petite touche, effectivement, comme tu le dis, pour la caution Verstappen. Non, mais les équilibres ne sont pas faits comme ça. Mais j'y trouve quand même quelque chose d'un petit peu étrange, mais il ne fallait pas sanctionner. Je suis persuadé qu'il ne devait pas y avoir beaucoup de candidats pour être commissaire sur ce dernier Grand Prix d'Abu Dhabi. Il y a quelques précédents. Tout à fait. Mais alors j'en viens à quelque chose d'autre, c'est que j'ai dit que du côté de la stratégie, ils étaient désespérés chez Red Bull, parce qu'ils ont dit, nous, on gagne, et puis après, on espère que quelque chose d'anormal se passe derrière. Ils ont compté là-dessus en se disant, mais de toute façon, c'est une finale, il va se passer des choses rocambolesques, rien du tout. Et en fait, sportivement, pour que Tsunoda soit utile, il aurait fallu qu'il puisse venir s'intercaler, soit prendre la 3e place devant Norris, soit prendre la 2e place devant Piastri. Il en est incapable. Et on a cherché sur cette course qui pouvait, alors ça pouvait être une Mercedes. Tu prends sur la 4e place de la grille, est-ce que quelqu'un peut interférer ou arbitrer, ou est-ce que quelqu'un peut être gênant à un moment ou faire de la résistance, parce que inconsciemment, ça c'est arrivé sur des fins de course où tu sentais qu'il y avait comment dirais-je, le petit groupe de Britanniques
qui avait choisi son camp, c'est normal. Bon, c'est naturel, c'est logique. Mais sur le 4e emplacement de la grille, il y avait Russell. Et un an avant, à Abu Dhabi, Russell obtient une pénalité de Verstappen. Et Verstappen lui dit je vais te mettre ta putain de tête dans un mur. Donc, ce qui est quand même assez grave, ça n'a pas été filmé. Là, c'est filmé, ça passe tout de suite en Conseil mondial. Il est disqualifié. Donc, tu vois un petit peu l'ambiance. Alors, quand tu cherchais en fait derrière Verstappen, il n'y avait personne quasiment pour l'aider. C'est clair. Et là, il est mort de cette. C'était dimanche la fin du Max Verstappen Racing parce que tout a été fait depuis des années autour de lui. Et là, il n'y avait personne pour l'aider. Alors, justement, on a fait tout à l'heure l'exercice chez McLaren, des points finalement pris entre Lando Norris et Oscar Piastri. Est-ce qu'on a pris des points à Max Verstappen ? Cette saison, on sait que non. Mais par le passé chez Red Bull, pas beaucoup, ça, c'est le tableau qui explique comment est-ce que Red Bull a organisé le monopilote dans son écurie. L'écurie entièrement au service de Max Verstappen. En 2018, Ricciardo concurrence réellement Max Verstappen. Il lui prend 21 points sur les 6 premières courses. Et puis après, il y a l'histoire de Bakou laisse des traces. Ouais. Et là, on choisit son camp. Et ça va très vite puisque cet été-là, en fait, Ricciardo décide de signer pour Renault parce qu'il comprend que, en fait, il a plus sa place chez Red Bull et qu'il a de la place que pour un pilote. Et ensuite, on prend des jeunes sans savoir réellement s'ils sont trop préparés. C'est l'expérience Gasly qui va durer 9 ou 10 Grands Prix et qui est remercié. Puis après, il y a Albon. Et là, ces deux-là prennent 0 points à Verstappen. Puis après, ça s'enchaîne. On voit 2020, 21, 22. Même avec Perez, ça ne fonctionne pas ou peu. En 2022, c'est incroyable. Et en 2023, Verstappen fait 1 ou 2 Grands Prix où il a un coup de mou. Il lâche 15 points. Il y a Perez qui se classe 1 ou 2 fois devant, il lui prend 15 points. Autrement, retour à la normale. 2024, Perez 0 points et cette année 0 points. Donc ils ont cherché du soutien, ils n'en ont pas trouvé. On se souvient que Pierre Vacher, qui était venu dans les coups du volant, nous avait dit on n'a pas réussi à suffisamment aider Sergio Pérez. Ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, où il y avait quand même une tendance à un moment à essayer de faire que cette voiture soit plus utilisable par les deux pilotes. Et tout à fait. Finalement, n'y arrivant pas, on se dit on met tout sur Verstappen et on y retourne. La voiture évoluait, Pérez se sentait de moins en moins bien, il y avait des fondamentaux qui changeaient, qui le gênaient, qui étaient faits pour Verstappen. Et Red Bull, pour avoir un bon deuxième pilote, ils auraient pu aller chercher Sainz cette année et ça aurait peut-être été une autre histoire sur le dernier Grand Prix. Alors, on se projette rapidement sur l'avenir de Red Bull parce qu'au moment où on parle, il se passe beaucoup de choses dans la coulisse. On parle d'un départ de Helmut Marko qui va sans doute quitter le poste qu'il occupe actuellement. Officiellement, il est responsable de la filière des jeunes pilotes, mais on sait qu'il fait bien plus que ça. Tu nous l'as expliqué tout à l'heure. Ça va probablement changer, soit un départ pur et simple, soit un titre honorifique. Pour l'avenir. Je pense qu'il paye ses outrances. Clairement, les accusations sans fondement. Sur Antonelli, la semaine dernière. C'est grave, ça il n'y a pas d'autre mot. Les conséquences sur les réseaux sociaux pour Antonelli. Et d'ailleurs, tu as vu ce petit échange, Antonelli qui est venu après le Grand Prix dire à Verstappen je suis désolé pour les 2 points. Et Verstappen qui lui a dit non, tu t'excuses pas. Non, mais il n'y a pas les 2 points. Ou alors Verstappen, il avait qu'à doubler aussi Antonelli à la fin de la course à Sao Paulo. Et puis c'est tout réglé. Exactement. Donc je trouve que c'était, d'un point de vue sportif, cet échange, il était parce qu'il craignait aussi qu'il y ait encore une deuxième lame, parce qu'il n'était pas champion du monde et qu'on lui mette ces 2 points sur le dos. Bon. Je pense qu'il était sincère. Mais ça va tourner et Laurent Mekies est arrivé dans ce contexte et s'est dit il faut nettoyer. C'est plus tout à fait la même histoire. Giampiero Lambiadze aussi, l'ingénieur historique de Max Verstappen, qu'on a vu très ému après l'arrivée, qui était déjà patron de l'engineering chez Red Bull. C'est-à-dire qu'il chapeautait vraiment tous les ingénieurs et il était auparavant ingénieur purement de Verstappen et il faisait tous les réglages des voitures, donc de la deuxième voiture et la stratégie, parce que c'était d'abord Verstappen qui appliquait ensuite à un Schmitz et quelqu'un d'autre comme Will Courtney qui va quitter Red Bull en milieu de saison 2026. Donc là encore, on va tourner une autre page chez Red Bull. On n'en finit pas. Et donc pour en revenir à Giampiero Lambiadze, donc je pense qu'il ne sera plus l'ingénieur de Max Verstappen l'année prochaine. Pour des raisons personnelles aussi. Il veut moins voyager. Tout à fait. Il veut plus rester. Il a vécu une saison très dure sur le plan personnel. Apparemment, c'est parce qu'il y a peut-être un drame derrière ça. Donc, son recul s'expliquerait par ça. Difficile. Mais ça veut dire qu'ils vont peut-être aussi, ça veut dire changement d'ingénieur chez Red Bull. Donc, ils vont peut-être faire monter Pierre Hamelin avec Isaac Adger, pourquoi pas, et puis donner un autre ingénieur. Exactement. Et Lambiadze,
il pourrait, Verstappen. il pourrait avoir un rôle aussi pour chapeauter l'année prochaine. Oui. Entrée en lice du moteur fabriqué par Red Bull Powertrains. C'est une nouveauté absolument incroyable Oui. pour cette équipe qui n'a pas du tout l'ampleur d'un constructeur comme Mercedes ou Honda. Ils vont devenir donc fabricants de leur propre moteur. Il sera badgé Ford, mais en gros, C'est juste c'est un badge. juste voilà, un badge qu'on va poser dessus. Et je pense qu'on a besoin d'un garçon comme Giampiero Lambiase pour chapeauter un petit peu tout ça, regarder, superviser un petit peu l'intégration de tout ça, en laissant l'exécutif, évidemment, à Laurent Mekies et à Pierre Vacher sur le muret. Soit dit en passant, tu peux tout à fait être l'ingénieur d'un pilote et lui parler dans l'oreillette pendant la course, citer Hamilton Keynes, hein, c'est pas un problème, hein, tu n'as pas besoin d'être sur le muret, hein, il y a absolument... Ouais, mais les gens il sont le quand sera même pas. globalement sur place. Voilà, Ouais. mais il ne le sera pas, mais n'empêche que ça, techniquement, ça pourrait se faire. Et il y a une Bref. autre chose sur 2026 aussi. Ah, ça, je C'est- ne l'ai pas. Non, mais la clause de sortie de Verstappen. Oui. Voilà, pour performance, la nouveau moteur. Donc, clairement, Marco l'avait dit. On va regarder ce qui se passe et je pense qu'ils prendront une décision assez vite, surtout si l'Aston Martin est un avion. On verra. On en a fini avec Max Verstappen. On est obligé, Stéphane, fin 2025, de parler de cette saison de Ferrari qui termine 4e au classement des constructeurs avec Charles Leclerc et Lewis Hamilton 5e et 6e du championnat. C'est la moins bonne saison en F1 de la Scuderia depuis 2020. Une saison blanche de victoires en Grand Prix. Il y a eu un seul succès, c'était sur le sprint en Chine Une pour pole de Leclerc. Hamilton. Voilà. T'as compilé, tu nous as fait un championnat, un mini-championnat, une deuxième partie de championnat. J'ai juste regardé ce qui se depuis passait Zandvoort. depuis Zandvoort, c'est-à-dire depuis la reprise. McLaren, 274 points, donc le plus grand total. Red Bull, 257. C'est là où vraiment Red Bull a fini en flèche. Ouais. Mercedes, 233 et Ferrari, 138. Waouh, C'est la maigre. moitié. Donc la 4e place, de toute façon, est logique, elle est méritée pour cette écurie Ferrari qui s'est perdue dans sa bourgeoisie, pour moi. Elle parle Ok. de son passé, elle évoque son passé, elle le convoque sans arrêt. Elle parle de sa base de fans qui est extraordinaire, ce peuple amoureux qui a toutes les indulgences du monde pour ces mensonges à répétition, parce qu'on promet, l'année suivante, l'année prochaine sera la bonne. Ça en devient révoltant, si tu veux, Tu vas pas te agaçant balader à pour le moins. Maranello, toi. Non, mais bien sûr. Ah, mais j'aurais pas de problème parce que j'ai mal pour les tifosi. C'est tout. Et effectivement, ça fait 7 podiums pour Leclerc qui a quand même un petit peu caché la misère. Un meilleur tour en course. Les derniers spasmes sont les plus beaux, c'était pour la dernière course. Et par contre, un meilleur temps encore au pit stop. Donc ça veut dire que le pit crew s'est travaillé. Il y en a eu 10 cette année. C'est le record de toutes les écuries. Ça veut dire qu'on bosse. Ça veut dire qu'on est au point. C'est la technique qui n'est juste pas au point. Et ça, le problème résidait dans la voiture. J'ai trouvé quelqu'un qui a résumé la situation de manière extraordinaire sur les réseaux sociaux. Il a dit Ferrari, c'est les meilleurs quand la voiture est à l'arrêt. Ah ben, malheureusement, on peut dire ça comme ça. Oui, Alors, c'est une ironie. on en est à 28 courses sans victoire pour Ferrari. Le record, c'est 58 hein, quand même. Donc, on a fait presque la moitié du chemin. Attention, ça file. On a vu le découragement d'Hamilton et presque, j'ai envie de dire, un homme presque dépressif désormais dans le, Mais il n'est pas, dans le paddock. arrivé chez Ferrari encore. Bah, Il ne parle pas italien. Quand il propose à son ingénieur de course de prendre une pause pour réfléchir un petit peu, il lui propose de prendre une tasse de thé et pas un café italien, un ristretto, etc. On en a parlé, c'est un fantasme. Hamilton chez Ferrari signe 1 an à l'avance. C'est extraordinaire, tout ça pour ça. Franchement, Hamilton, c'est le mariage du siècle qui tourne au transfert bling-bling. Mais non, parce que tout est beau, c'est du clinquant, etc. Mais derrière, il faut faire le travail. Et les tifosi veulent et reconnaissent les mérites des pilotes là-dessus. Et ils peuvent être très sévères très vite. Et 2026, ça va être un vrai enjeu. Là, on va savoir très très vite de toute façon, à la lumière de la qualité de la voiture. Alors je vais te dire mon sentiment. C'est pas une info, hein, c'est mon sentiment. Je suis pas 100% convaincu que Lewis Hamilton sera au volant de la Ferrari au Grand Prix d'Australie, première manche de la saison 2026. Pour moi, ça va passer. Il y a un moment qui sera très très important. Ça sera les séances d'essai qu'il va y avoir début 2026 pour savoir où la voiture en est et qui il a et qui il a dans son staff, vraiment dans son petit périmètre, dans son staff.
c'est pas passé humainement avec certaines personnes dans l'équipe. C'est le sentiment que j'ai. Il y a des choses humaines qui n'ont pas Qui sont pris. arrivés, dont on ne peut pas vraiment parler. Mais Et clairement, je pense que Lewis Hamilton, il l'a dit au détour de certaines phrases, il a a réclamé- demandé des têtes. c'est Et clair. je pense que si on ne lui donne pas raison, il y a des chances pour qu'il ne soit pas au Alors, départ du l'entourage, premier c'est une Grand chose, Prix de il la aura saison. gain de cause. Fred Vasseur va faire les ajustements. Il a parlé de certaines personnes qui n'étaient pas exactement au bon poste, qu'il fallait changer de poste. En clair, vous dégagez. Alors, ce qui peut le sauver quand même, c'est qu'il y aura des grosses marges d'évolution possibles au début de l'exploitation de ces voitures. Et si la Ferrari est à une seconde, il ne faudra pas s'affoler. Ils peuvent débloquer le potentiel très très vite. Mais je pense que sur les 4-5 Grands Prix, on aura déjà une photographie parce que lui, il sera là pour retrouver le chemin des podiums, ce qui n'était pas le cas. C'est une première dans toute sa carrière en Formule 1, c'était juste incroyable. Et puis encore, là, on est essai libre 3, il se crache, la voiture est complètement instable, le train arrière est léger. Et moi, je suis assez inquiet pour Ferrari, même par rapport à leur capacité à trouver des solutions parce que finalement, Fred Vasseur a fait de l'obstruction, a lâché très très tardivement Enrico Cardile cette année. C'était son directeur technique. Et Enrico Cardile, italien, directeur technique d'une écurie italienne, l'écurie de légende. Chez Ferrari, il est le numéro 1. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit de passer numéro 2 chez Aston Martin. Et pour moi, ça, c'est extrêmement embarrassant du point de vue du rayonnement de Ferrari. Ça veut aussi dire quelque chose. Bon, on verra ce qu'il en est, mais attention, parce que Loïc Serra doit maintenant relever la barre très très vite. C'est lui qui a travaillé sur le projet 2026 et il va falloir redresser la Ça sera situation. le moment de très vite. vérité. Leclerc a dit c'est maintenant ou jamais. Ouais, exactement. Ouais. Je voulais rebondir là-dessus. Tu parlais des 5-6 Grands Prix. Je crois que Charles Leclerc est allé jusqu'au 7e Grand Prix en disant voilà, là, à ce moment-là, on saura à peu près où on en est. Et là, il faudra tirer les conséquences. En creux, ce que dit Charles Leclerc, c'est que si ça marche pas là, lui, il se sent libre d'aller où il veut. Et en fait, ça répond un petit peu, excuse-moi Stéphane, ça répond un petit peu aussi à la déclaration de John Elkann que j'ai trouvée assez maladroite, qui remettait un petit peu en cause ces pilotes en disant les ingénieurs, ils ont fait une super voiture. C'est loin d'être le cas. Oui, alors John, attends. Non, alors, il aurait pu dire que pourquoi est-ce que Ferrari avait balancé sa saison au bout de 5 Grands Prix. Alors, Fred Vasseur l'avait dit honnêtement au début, il dit, si au bout de 5 Grands Prix, on voit qu'on est trop loin, on laisse tomber. Oui. Mais il laisse trop souvent tomber. En 2021, à la fin aussi du règlement, qui était entré en vigueur en 2017, Ferrari avait balancé sa saison, alors que les autres continuent de travailler. Bon, donc, et puis, on nous explique, ah non, mais on vous l'avait dit. C'est pas vraiment un argument. C'est bon. C'est embêtant. Donc tout ça, c'est embêtant. assez, embêtant, agaçant. Clairement, ce début de saison 2026, si ça se passe mal, je pense que la trêve à l'été 2026, si ça se passe mal, il y a des têtes qui vont tomber. On passe à Alpine. Là, ça fait mal. Ça fait mal parce qu'on 10 sur 10, 10 sur 10 quand même. On a vu ces moments où on a coupé pour la dernière fois un moteur Renault en Formule 1. Renault qui était présent, qui a commencé sa présence en Formule 1 en 1977, donc ça faisait un petit moment. Alpine reste sur le pire classement, donc Renault, F1 et Alpine cumulés de l'histoire de la firme. Gasly 18e, donc 10e et dernier au classement des constructeurs. Gasly 18e du championnat des pilotes, c'est le moins bon classement de toute sa carrière. Je rappelle quand même que le garçon, malgré toutes les turpitudes de la saison 2024, avait terminé 10e. Là, il termine 18e. C'est un vrai déclassement pour cette équipe. Ils ont été 19e et 20e sur la grille et à l'arrivée. Génial. Magnifique. Voilà, donc à leur place, malheureusement, mais quand tu es 10e, c'est que tu fais le nombre en Formule 1. C'est ça le problème. Et surtout avec 22 points marqués sur l'ensemble de la saison. Et puis surtout avec 10 ans d'existence, où on nous a raconté la mèche, champion du monde en 2022, elle plane au secours. 22 points marqués, celui qui est au-dessus, c'est Sauber, 70. Ouais, on est à moins du tiers de celui qui est juste devant vous. C'est une faillite pour cette équipe. Là, en plus, le mauvais hasard des événements. On a organisé il y a quelques jours une voiture de vente mythique pour donc racheter d'autres pièces en vue de la création du musée Renault à Flins. Oui, en fait, c'est ça. Maintenant, on va faire un musée et on va se rappeler de ce qu'on a fait par le passé. C'est qui va vite dans le passé. C'est la faillite du système Briatore. Ouais, voilà, clairement, on va le dire. Et on a une pensée pour tous les gens qui
qui travaillent ou qui ont travaillé à Viry-Châtillon, parce que là, il y a eu une véritable hémorragie de matière grise. Tous ces ingénieurs brillants, le moteur Renault, quoi qu'on en dise, il était bon, ont tout de suite été recrutés par toutes les autres grosses équipes. Ferrari, Cherchez pas, Audi, etc. Mercedes, exactement, Ferrari, Audi, ils ont fait leur marché à Viry-Châtillon. C'est un énorme gâchis. C'est très très décevant d'en arriver là. C'est un naufrage du marketing, tout simplement, parce que c'était une vision court-termiste. L'écurie était très contente d'être en Formule 1 parce qu'il faut être du moment que tu es en Formule 1, déjà, tu as un rayonnement, tu as des retombées, etc. Après, Je ne sais pas s'il est très positif. voilà. Je ne sais pas si ça te donne envie d'aller acheter une Alpine. Si, quand même, parce que tu assures une présence et puis tu espères pour la suite. Mais rien que ça, ça te fait exister sur la carte du monde, au plus haut niveau du sport automobile, même. Alors, c'est finir dernier qui est embarrassant, forcément. Et Luca De Meo disait, on passe pour des rigolos. Oui, alors c'est lui qui l'a dit. Il se disait aussi fan de compétition, mais je comprends pas bien la direction qu'a prise. Alors maintenant, il est parti. Alpine pendant sa gouvernance. Mais si tu veux, quand tu renonces au moteur Renault, c'est que déjà, tu renonces à ton ADN. Il y avait quelque chose qui était bien parti dans cette histoire avec Alpine. C'est 2021. Le Made in France, la livrée bleu, blanc, rouge, juste magnifique, c'était la plus belle voiture. Et là, après, on commence à tout détricoter. Tout détricoter. On trouve un sponsor, il est rose, allez, on met du rose. Ça devient n'importe quoi. Le châssis, maintenant... Tous les ambassadeurs qui sont passés aussi, c'était quand même ridicule. En Angleterre, donc le châssis en Angleterre, ils ont tout sorti de France quasiment. Donc là, maintenant, le moteur Renault, qui est un patrimoine fantastique. Donc ça veut dire que maintenant, il n'y a plus rien de français. Ah bah non. C'est clair. Et j'en reviens parce qu'on s'en remet souvent à Enzo Ferrari, il y a deux ou trois principes. Il reste Pierre Gasly quand même. Tout à fait, mais Enzo Ferrari disait, moi je fais tout sur mon toit et je lutte contre des assembleurs, des garagistes britanniques. Ça fait pas plaisir de le dire, mais Alpine est devenu un garagiste anglais. Ils sont basés à Enstone et les mécaniciens, dans leur esprit, les gens là-bas travaillent pour Enstone. J'ai regardé juste comment s'appelait la Lotus de la reprise d'après Renault, c'était E21, E20, E21. C'était pour le E, c'était pour Enstone. C'est-à-dire que ces gens, sous le pavillon Benetton, Renault, Lotus, Alpine, en fait, pour eux, dans leur esprit, ils étaient à Enstone. Ils n'ont jamais été vraiment attachés à la marque Renault ou à la marque Alpine. Est-ce qu'on peut leur en vouloir? Je ne sais pas, mais on a tout déconstruit. Mais pour moi, sur le plan de la construction même, il fallait nous raconter une histoire. Il fallait romancer tout ça, il fallait créer de l'affectif. Tu crées une voiture bleu, blanc, rouge en 2021, tu dis, les gars, quel que soit notre résultat, on tient. On est l'équipe de France, on est bleu, blanc, rouge et on tient. Il y a un sponsor rouge qui se pointe, on dit dehors, comme a fait Aston Martin. Laurent Stroll est arrivé tout de suite chez Racing Point. Il a vu ce sponsor, il a dit dégage. Là, ça va prendre, c'est le vert british qu'on va prendre et on va raconter quelque chose. On est l'incarnation. C'est juste génial. Et puis, il n'y a peut-être pas tout à fait la même marge de manœuvre financière. Tu tiens sur ce bleu, blanc, rouge pendant 10-15 ans, et après, quand les sponsors se pointent en disant, mais regardez, on a nos sponsors, vous intégrez à la voiture, mais on a un total look comme Ferrari, ils ne songeraient pas à mettre des sponsors vert ou violet. On a vu du Bien vert sûr, fluo. et ils l'ont regretté très vite. Et tout ça fait qu'après, on a levé des fonds, on nous a parlé de stars, c'était complètement génial. On vire Pat Fry qui fait maintenant la Williams, qui est 5e du championnat constructeur, que des choses comme ça. Et puis, on perd aussi, en changeant sans arrêt de directeur d'équipe, on perd en politique. C'est-à-dire qu'à un moment où le moteur Renault a 30%, un déficit de 30%, il faut obtenir une dérogation à la FIA, il faut aller parler à tous les autres constructeurs, motoristes, pour dire on a du retard, accepter qu'on fasse un petit rattrapage et tout s'en portera mieux. C'est pour l'intérêt de la discipline, tu peux essayer. Eh bien, devine ce qui se passera l'an prochain, parce que Luca De Meo a eu cette brillante idée de renoncer au moteur Renault. Il est allé visiter l'usine de Brackley. Et il est sorti en disant, de toute façon, ils sont 2 crans au-dessus de nous. Enfin, il l'a pas dit comme ça, mais on peut pas lutter, donc on va aller sur le moteur Mercedes. Il a expliqué que c'était une question de coût aussi, donc on en revient au marketing, aux finances. Heureusement qu'il n'a pas visité l'usine Mercedes, parce que là, il en est sorti en courant en disant, on arrête la Formule 1, parce qu'ils avaient tout mieux. Mais si tu veux, le problème, c'est que quand tu as une équipe, tu la valorises, tu la sors de l'ornière, tu fais les recrutements, tu y passes du temps. Alors quand tu vas juste faire la tournée des popotes à Enstone ou à Viry en disant que ça valait mieux, et puis que
tu restes dans le paddock pendant 3 jours, c'est vrai, parce que tu es passionné de compétition, mais tu fais pas autre chose, il te manque quelque chose. Et là-dessus, l'an prochain, il y aura un système, il pense à un système de compensation pour des motoristes qui auraient un peu de retard sur la nouvelle réglementation. Ouais. C'est ce dont aurait eu besoin Renault pour rester dans le jeu. Malheureusement, on dilapide complètement un héritage. C'est regrettable. Alors, puisque la saison 2025 est terminée, on va quand même vous proposer aussi de revenir sur nos statistiques, tes statistiques, Stéphane. Je fais des additions, c'est tout, c'est rien de plus. Oui, mais ça donne des choses ça a le mérite de le faire, et ça fait plusieurs années assez pertinentes qu'on vous le propose, et ça commence à faire école. On commence par la grille type, autrement dit la moyenne des places sur l'addition des places sur la grille de départ. Alors, j'additionne toutes les places sur la grille, donc une pole position c'est 1 point, une 20e place c'est 20 points, une non-participation c'est 25 points. Tu additionnes tout, tu enlèves les 4 moins bons résultats, l'addition, elle est là. Tout simplement, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, Norris, finalement, aussi, le meilleur pilote sur un tour de peu, 41 points contre 45 à Piastri. Verstappen, 2e. Russell, je trouve ça assez remarquable. 3e, Verstappen. Russell, 4e. Leclerc, 5e. Et Antonelli, ça, c'est quand même la surprise. 6e devant Hamilton. Mais on voit qu'il y a un vrai gap. On en est déjà à 140 points pour Antonelli. Tout à fait. Et Adjar, 8e, ça, je trouve ça hallucinant. Franchement, c'est juste génial. Là, c'est là où on voit qu'il mérite amplement. En plus de son podium à Zandvoort, c'est juste génial. Et puis, on voit que Verstappen est 2e et que Yuki Tsunoda est complètement perdu en début de deuxième partie de tableau. 11e. Donc, voilà, c'est ça. Donc, il y a 10 places d'écart, c'est 8. C'est juste gigantesque. Et puis, sur la seconde partie de classement, effectivement, ce qu'on voit surtout, ce qui est choquant, c'est les places d'Alpine. Et puis, ce qui est un petit peu difficile aussi à voir, c'est la 18e place d'Ocon. Les Français ont souffert, vraiment. Ocon n'est pas très loin finalement de Berman, mais globalement c'est McLaren aussi, la McLaren qui était la meilleure voiture sur un tour. Berman, une des révélations clairement de cette saison, ça a été la première saison d'Antonelli, ça a été la première saison d'Ocon, mais Berman a marqué des gros points. Alors ça c'était pour la grille type. Les duels en qualification sont toujours aussi très intéressants pour voir les dynamiques internes, Stéphane. McLaren, on commence par McLaren, on fait les constructeurs par ordre du classement des constructeurs. C'est ça, donc Norris a gagné son duel, mais de justesse, et Piastri, c'est pas une brute, sur un tour quand même. Alors on va dire que peut-être que Norris, de temps en temps, aussi a fait dire, mais enfin bon, là, il a eu le cut là-dessus, donc ça t'assure un meilleur départ après, même s'il a souffert sur l'exploitation de ses pole positions. C'est l'équipe la plus équilibrée. Oui, tout à fait. Avec Sauber, qui sera à 13-11 aussi, pour Bortoleto d'ailleurs. Exactement. Chez Mercedes, c'est une étrangeté quand même. Là, il y a un vrai sujet. C'est surprenant. Pour Antonelli, même s'il était à 2-3 dixièmes, et 2-3 dixièmes, tu le payes cash. De toute façon, il était tout le temps derrière, de peu, mais tu es derrière, et là, ça donne un score assez sévère. Mais c'est encore plus sévère du côté de Red Bull, et c'est là où on en revient toujours à la même chose. Ça, c'est les 22 Grands Prix qu'ils ont fait ensemble, parce que Lawson était dans la voiture sur les 2 premiers Grands Prix. C'est là où on en revient au fait que Red Bull n'avait qu'un seul pilote cette année, un pilote génial, on est bien d'accord, mais un seul pilote, et ils l'ont payé à la fin. Et puis 19,5. C'est shocking aussi pour Hamilton, clairement. C'est là aussi où se voit sa faillite. Et puis, la surprise quand même, je pensais que Albon avait pris le dessus de Sainz. Eh ben non, pas du tout. Sainz a fait une deuxième partie de saison en flèche, 14-10. Par rapport à Albon, c'est juste génial parce que, je te rappelle, il avait dit en début de saison, il va falloir à peu près 10 Grands Prix pour me déprogrammer du pilotage de la Ferrari et intégrer le moteur Mercedes et le châssis Williams. Il l'a fait et il a complètement éteint Albon en deuxième partie de saison. Il a eu un vrai impact en tout cas sur cette équipe Williams. Les duels en qualification, la deuxième partie de la grille, on recommence par Racing Bulls avec un 10-6 pour Isaac Adjar. Net et sans bavure. 24-0 pour Alonso, c'est extrêmement embarrassant aussi. Alors, on ne sait jamais. Tu parlais d'équipe à un seul pilote. Voilà, tout à fait. Alors, si jamais, dans un futur proche, Verstappen a envie d'aller chez Aston Martin, il sera accueilli des bras ouverts avec ce 24-0 assuré par Alonso. Il pourra se régaler. Et puis, 13-10. Parce que pour toi, si Verstappen arrive chez Aston Martin, c'est Alonso qui part. Ah ben Alonso, de toute façon, non, c'est Stroll qui partirait. Tu as 45 ans. Ah non, ça serait Verstappen, Stroll. Stroll, le père ne va pas désavouer le fils. C'est clair. Et puis Alonso, c'est quand même un petit peu difficile de cohabiter. Il a investi sur cette écurie. Et s'il voit arriver quelqu'un qui rafle la mise, ça ne va pas trop lui plaire. On lui dira peut-être plutôt, merci Fernando. Voilà, pour le travail effectué. Et puis, sur la suite, effectivement, on voit que c'est assez équilibré entre finalement Berman et Ocon.
Et Ocon a été en souffrance, les bas étaient très bas, c'est ça. Ouais. Quand la voiture fonctionnait pas, il était hors de la fenêtre, vraiment. Et il a vraiment. encore eu un moment difficile là, à Abu Dhabi, où il a repris les réglages de Birman. Ouais. Enfin, Tout ça, à on a fait. vraiment souffert. Donc là, après, heureusement, on repartira d'une feuille blanche en L'année 2026. Équilibré chez Sauber, le jeune Bortoleto, managé par Alonso, était un bon choix, une bonne pioche, vraiment. Et puis, Gasly qui a aussi fait la différence par rapport à Colapinto. 13-5, c'est aussi assez net. Je pensais que c'était un peu plus équilibré. Mais voilà, Briatore trouve quand même que Colapinto est formidable. Le seul pilote à 0 points du championnat, le seul pilote titulaire régulier à 0 points du championnat. Mais bon, on l'a reconduit chez Alpine. C'est qui son manager? C'est que ça doit être très très bien. On ne le dit pas, mais on le devine très fortement. Un certain FB. C'est ça. Bon, alors maintenant, on se tourne vers 2026, Stéphane, avec d'abord évidemment refonte du règlement technique au niveau des moteurs, au niveau de l'aéro, au niveau des pneus aussi. Le moteur, depuis 2014, il y avait 2 sources de récupération d'énergie, il n'y en aura plus qu'une. On supprime ce qu'on appelle le MGUH, qui récupérait la chaleur du Ça n'a pas de turbo. pertinence industrielle, Non. c'est très cher, c'est très coûteux et ça a peu de retombées. Et on garde le MGUK qui va devenir de plus en plus puissant. Hein. La partie de l'hybride va prendre de la place. Hein. Jusque-là, le moteur V6 turbo, le moteur thermique, délivrait 850 chevaux et l'hybride fournissait entre 150 et 160 chevaux. Là, on va quasiment revenir à égalité, pas tout à fait. Le moteur thermique va passer donc de 850 à 550 chevaux, un petit peu moins de 550 chevaux. Et le MGUK, lui, passera donc de 150-160 à 470. On va tripler la puissance de l'énergie électrique. Réduire l'importance de l'énergie fossile. Et il n'y aura même plus d'énergie fossile parce qu'on sera sur du 100% biocarburant. Et c'est ça qui a posé d'énormes problèmes aussi. Et c'est pas dit que ça n'en pose pas encore. Tout à fait. Mais là déjà, ce futur moteur qui reste un V6, un litre 6 sera une petite merveille de technologie quand même, mais effectivement, on arrive à parité quasiment, c'est l'objectif en tous les cas, 50% de puissance thermique, 50% de puissance électrique, et aussi des unités de puissance quand même extrêmement complexes à gérer pour les pilotes. Franchement, là, c'est ce qui en ressort sur les essais au simulateur. Ils nous racontent tous la même chose. Bon, on va voir. Et puis, il y aura d'autres choses, Gilles, sur l'aspect extérieur aussi de la voiture. Ouais, elles vont être un petit peu plus ramassées, Stéphane, moins grosses. Est-ce qu'on peut le dire comme ça? Moins grande, moins volumineuse. Oui. On va perdre 10 cm à largeur. Une de 2 mètres à 1m90. Voilà. Tout à fait. Ça ne va pas trop se voir. Ça fait, Mais en largeur, aussi, ça fait un vrigno. Oui, c'est ça. Dis-moi encore, je ne fais pas 1m90. L'empattement qui passe de 3,60 m à 3,40 m. Donc 20 aussi. cm de moins. Ouais. Alors ça va reste se des voir. autos très très longues, mais 20 cm de moins en empattement, c'est énorme sur une voiture. Ça va vraiment changer beaucoup de choses. 30 kg en moins. Donc ça, moi, ça m'irait bien aussi. Et un halo qui est renforcé aussi, vraiment. Oui, tout à fait. Le halo Donc qui est ça, c'est renforcé. bien. On n'oublie pas la sécurité. La fin du DRS aussi, on arrête. Alors là, ça va être un système, j'ai pas tout compris encore avec. Avec une aéro active actionnable par le pilote directement, donc ça sera une intervention humaine. Je trouvais que le DRS était une invention quand même géniale. Et qui a corrigé certains problèmes, il y avait certains, que les détracteurs biais. nous proposent une solution qui marche dans tous les cas aussi. C'est toujours pareil. Hein. Et puis, ça sera 15% d'aéro en moins. Et les voitures, apparemment, seront un petit peu relevées pour éviter tout ce qui est marsouinage. Et il y aura beaucoup moins d'effets de sol aussi sur la nouvelle configuration technique. Tout à fait. C'est ce qui fait qu'on aura beaucoup moins de marsouinage également. Et puis les pneus, en termes de dimension aussi, là ça va se voir, voiture plus étroite, pneus un petit peu plus étroits, 2 cm et demi devant, 3 cm derrière. Et puis la fin du C6 parce que on avait demandé à Pirelli un écart conséquent, enfin substantiel entre le C5 et le C6 pour pouvoir avoir des stratégies alternatives. Et Pirelli a dit non, on n'arrive pas à le faire, on n'a pas assez d'écart. Donc on en reviendra à un choix de 5 pneumatiques l'an prochain. Et sur la question des stratégies, c'est encore en discussion, on verra. On aura peut-être des grands prix où ils imposeront 2 arrêts au centre, ce qui pour moi est une hérésie, parce que à partir du moment où tu essaies d'avoir une offre assez large et donc monter des stratégies à 1 ou 2 arrêts qui sont assez équivalentes, ça fait du spectacle. Et là, tout le monde serait sur le même schéma, tout le monde passerait les mêmes pneus à peu près au même moment. Pour moi, c'est de Sauf l'anti-course. McLaren. Verra. On va pas y revenir. Tout ça, évidemment, alors c'est des trucs assez complexes.
mes copains d'Eurosport.fr vous feront quelques articles pendant l'hiver pour vous expliquer tout ça en détail et moi je lirai pour bien comprendre. On verra. Calendrier ? Alors non, avant, oui. quand même, 2 nouveaux constructeurs qui arrivent l'hiver prochain, l'année prochaine. Audi qui arrivera sous ses propres couleurs, en lieu et place de l'équipe Sauber, et puis donc une 11e équipe avec Cadillac qui prendra place sur la grille. Avec un plateau complet. Et on va parler du plateau, Stéphane, rapidement. Peu de changements, mais quelques-uns quand même qui sont intéressants. Oui, tout à fait. Donc là, on vous les a mis en vert, évidemment. Voilà, McLaren, Mercedes, Ferrari, Williams ne change pas de pilote. La nouveauté, c'est Hadjar chez Red Bull. Et le moteur, surtout, tu l'as dit, Red Bull fabriqué 100% sur place, badgé Ford, qui nous explique que c'est un partenariat technique, blablabla. Voilà. Et l'autre enjeu, parce qu'on a mis le Xterra en vert, c'est un peu les nouveautés où quelqu'un qui arrive à un nouveau poste, ce sera sa première monoplace en tant que designer en chef, en directeur technique. Ça sera sa voiture. Attention, fort enjeu là-dessus, vraiment, parce qu'il avait pris la suite de l'ancien designer, il avait corrigé certaines choses. Bon, ça s'était moyennement passé, ça s'est moyennement passé cette année. Et puis donc, cette année, du changement aussi sur les 6 autres écuries. Avec Racing Bulls. Racing Bulls qui accueille Lindblad. Et qui aura donc aussi le moteur Red Bull. Et chez Aston Martin, on récupère le moteur Honda. Le Mercedes, bonjour, le moteur Honda. Et Honda qui a travaillé avec longtemps chez Red Bull avec Adrian Newey. Donc ça peut donner des choses vraiment extrêmement intéressantes. Et puis chez Audi, c'est le nouveau nom de Sauber qui aura son propre moteur. Eux, ils ont quand même été, ils ont eu du cran, parce qu'ils ont tenu les délais, et toujours l'objectif, c'est des podiums en 2028, je crois, et le titre en 2030. Donc, ils ont une feuille de route, ils sont sérieux, on va voir ce que ça donne. Ils ont elle plane. On en a déjà assez parlé. Oui. Le moteur Mercedes, qui sera peut-être l'un des moteurs phares, c'est ce qui se dit depuis plusieurs mois, on en aura vraiment la preuve que sur la piste. Et puis Cadillac, où tout est nouveau, enfin... On fait du nouveau avec un peu de vieux, Bottas et Pérez. Le moteur pareil pendant 3 ans, parce que Cadillac voulait faire son moteur et puis ils ont essayé d'avoir 2 ans. Et puis finalement, ils se sont dit, bon, le moteur Ferrari 3 ans, ils ne sont pas tellement en avance. Et puis à la direction technique, ça me fait un peu peur, c'est Nick Chester. Qui n'a pas fait des choses extraordinaires chez Lotus, mais pour une première saison, en fait, de mise en place, de rodage, des procédures, de tout ça. L'objectif, c'est de sortir de temps en temps de la dernière ligne, de peut-être marquer quelques points sur des circonstances. Ils ne se font pas beaucoup d'illusions. Ça sera une année pour apprendre, on verra ensuite, mais ça va être assez sympa. Et alors, ce qui promet que ça va être sympa en 2026, Stéphane, c'est les archives. À chaque fois qu'on a changé de réglementation technique, en tout cas quasiment à chaque fois, il y a quand même eu un chambardement de la hiérarchie. Hein. Oui, depuis à peu près 30 ans, 97, 98, les voitures sont un petit peu moins larges, surtout on met des pneus rainurés, ça change tout, franchement. Et là, on était sur une domination Williams, on passe à l'ère McLaren. En 2008, on a Ferrari, on rentre dans l'ère de l'hybridation, le SREC et tout ça, l'aéro, les pneus, tout change, tout est simplifié, c'est Braun qui domine. Et puis, de 2010 à 2013, on a une domination vraiment Red Bull qui est cassée par l'arrivée le retour du moteur turbo, avec toujours l'hybride. Et ça, c'est Mercedes qui domine. En 2017, on revient des voitures un petit peu plus larges, un peu plus imposantes, avec plus d'aéro. Et c'est Mercedes qui garde encore son lead là-dessus. Par contre, on l'a bien vu, c'est les années marsouinage. 2022, bien négocié par Red Bull, qui reprend la main derrière Mercedes. Et là, maintenant, depuis 2 saisons, c'est McLaren qui est champion du monde des constructeurs. On verra ce que ça donne du point de vue de la technique chez McLaren, s'ils sont capables de rebondir ou de progresser. Ce qui était intéressant aussi sur ce tableau, c'est de voir le rythme. Ça s'accélère en fait, hein, les changements. 97-2008, je crois, on était sur plus d'une décennie, 2007, voilà, 2008. 11 ans entre deux réglementations techniques, 5, 3, 5, 4. Enfin, tu sens que ça accélère. Et Pourquoi ? Parce qu'il faut essayer de faire entrer de nouvelles écuries et de nouveaux grands constructeurs. Et donc à chaque fois on remet à zéro et on dit bah là vous pouvez rentrer. Le règlement du moteur 2026, il était fait pour attirer d'abord Porsche qui n'est finalement pas venu, surtout Audi, et puis ce moteur convient aussi à Cadillac, donc ça intéresse des gens, mais Renault est parti.
Donc, qu'est-ce qu'on y gagne vraiment là-dedans? Red Bull aussi est obligé de faire son moteur, mais ils étaient d'accord là-dessus. On verra. Mais effectivement, c'est pour des questions aussi depuis les années marsouinage, Mercedes souffre. Et là, ils voulaient un petit peu repartir d'une feuille blanche. Et c'est vrai qu'aussi, pour le confort des pilotes, voir les voitures rebondir comme ça de façon frénétique, c'est pas génial. Très joli. Bon, par contre, j'insiste, ce que la F1 y gagne, tu as 3 Grands Prix aux États-Unis, tu as une marque américaine désormais sur la grille avec Cadillac. Tu parlerais du calendrier alors? Le calendrier, on y vient, 24 dates comme cette saison. En gros, il n'y a pas beaucoup de changements. On en avait parlé au moment où il avait été publié. Pas beaucoup de changements. Un championnat de mars à décembre de nouveau. 3 triple Ouverture à headers. Melbourne, voilà, comme cette année, la fin à Abu Dhabi. Exactement, 3 triple headers, 2 double headers. Là-dessus, il n'y a pas de révolution. On a fait quelques petites modifications. Les dates pour retenir cet hiver, vous savez qu'on termine à chaque fois en vous donnant les horaires du Grand Prix suivant. Là, on va pas vous emmener jusqu'au mois de mars et jusqu'au Grand Prix d'Australie. Juste les dates des essais. Et là, ça va vraiment être passionnant. Du 26 au 30 janvier, les premiers essais qui seront privés. Donc, il va falloir se méfier un peu des informations qui vont filtrer, mais ça sera déterminant. Là, on va voir ceux qui sont totalement à côté de la plaque. Ensuite, on ira, donc ça sera à Barcelone, on ira ensuite à Sakhir avec une première salve de 3 jours début février. Une semaine plus tard, une deuxième salve. Là, on commencera à avoir une idée un petit peu plus précise de ceux qui ont mis à côté et de ceux qui sont dans le bon sens. Et puis évidemment, du 6 au 8 mars 2026, le Grand Prix d'Australie, manche d'ouverture de la saison 2026. Je voulais terminer aussi par un au revoir à un grand monsieur de la Formule 1, Peter Sauber, qui a été génial, qui a été novateur, qui a été un visionnaire. Aujourd'hui, on ne s'étonne plus de voir des femmes dans le paddock, mais c'est grâce à lui. Il arrive en Formule 1 en 93. Sa team manager est Carmen Ziegler. Donc, il fait confiance spontanément à la jeune féminine qui a ses compétences comme les hommes, clairement. C'était il y a 32 ans. Hein. Voilà. Et Sauber aussi, l'écurie qui, après la période BMW, a été vendue à une coquille vide. Et qu'est-ce qui a rattrapé le coup? C'est Monisha Keltenborn, une Autrichienne qui était juriste de formation, mais qui a vraiment sauvé Sauber en Formule 1. Donc, merci aussi à elle. Et puis, Peter Sauber, c'est le découvreur de Kimi Räikkönen. Et c'est des décisions géniales parce qu'un an après, il revend le contrat à McLaren. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'achète en fait une soufflerie. Donc, tout le monde va en profiter pour travailler. Il ne se les met pas dans la poche, comme beaucoup. Il n'est pas là pour ça. Il était épris de compétition. Il y en a aussi qui disent qu'ils sont passionnés de compétition, mais on ne les voit plus tellement maintenant dans le paddock. C'est autre chose. Donc, merci pour tout, Monsieur Sauber. Puisque c'est le dernier Grand Prix qu'on arrive aux fêtes de fin d'année, peut-être encore des petites idées cadeaux, Stéphane, on en a parlé. Ah oui, tout à fait. Parlé, alors, une biographie de Pierre Gasly, sortie aux éditions Talon Sport. Alors ça, c'est le parcours du vainqueur du Grand Prix d'Italie de 2020. Donc, les doutes d'un grand champion, ses rebonds, au fil des saisons, des choses un petit peu variées, des déceptions, des espoirs déçus et puis des énormes satisfactions. C'est l'un des derniers vainqueurs français en Formule 1. L'avant-dernier vainqueur. Voilà, tout à fait. Après, Pierre, si tu veux venir nous le dédicacer, oui. Tu viens quand tu veux. Bonne suggestion, tout à fait. On le fera gagner. Et puis, alors, les légendes de la Formule 1 aussi, c'est encore à mettre sous le sapin, glisser sous le sapin. Chez Sophie Edison, les légendes de la Formule 1. Alors, je dis ça parce que c'est aussi l'éditeur d'une compétition qu'on aime beaucoup, le livre officiel des 24 heures du Mans, tout à fait. Et j'ai vu d'ailleurs une interview ce matin une interview croisée des deux auteurs, Jean-Marc Tessèdre et Thibaut Villemont, qui disaient qu'en fait, ils passent beaucoup de temps sur le choix des photos. Et c'est vrai, quand on ouvre, alors je ne l'ai pas sous la main là, mais quand on ouvre ce livre, en fait, on ressent la magie que nous, on vous offre sur Eurosport et sur toutes les manches d'endurance à longueur d'année. Et il y a quelque chose de spécial aussi dans cette année. C'est Verstappen. Avec Senna. Ah bah pardon, je me suis trompé. Et moi aussi, je me suis fait avoir la première fois. Et puis, une petite mention aussi, chez Casa Édition, vous avez les légendes aussi sur un livre sur les 75 ans d'histoire de la Formule 1. Et vous avez aussi l'âge d'or. Voilà, j'y arrive, l'âge d'or du sport auto. Et vous avez aussi, ce que j'ai remarqué, un livre sur Alain Prost.
On voit beaucoup de choses. Hamilton, Schumacher, Senna, je le redis. Et ben là, il y a un livre d'Alain Prost pour les 40 ans de son premier titre, quadruple champion du monde. Et Prost est un géant absolu de la course automobile, un des 3 ou 4 plus grands pilotes. Le partenaire, l'adversaire, qui était probablement le seul rival à la hauteur de Senna. Donc, que ça lui soit consacré, c'est génial. Donc, si vous avez envie aussi de revisiter ce passé glorieux, vous pouvez, parce que pour ce qui est des écuries de Formule 1, on est un peu encore en souffrance du côté de la France. Et aussi en matière de Grand Prix, on le rappelle qu'il n'y aura pas de Grand Prix de France en Et 2026. puis ni de Rallye de France, Toujours pas, voilà. c'est comme ça. Je crois qu'on a tout dit. Vous rappelez que le premier Grand Prix de la saison, ça sera donc le 8 mars 2026. Nous, on vous donne rendez-vous dans la semaine qui débutera le 2 mars. On verra si on enregistre le lundi ou le mardi ou le mercredi, histoire d'être vraiment proche de l'événement. Ça sera dans ces eaux-là. On vous remercie de nous avoir suivis tout au long de la saison. On a reçu beaucoup de messages, beaucoup de remarques. Oui, tout à fait. Quand on se trompe, très sympathique. dites-le. Effectivement, Oui, si vous le dites, des corrections. voilà, de façon Ouais. je dirais aimable, alors on On n'est n'hésite pas à vous conseiller. de temps en temps, voilà, on sort de la route. Mais voilà, quelques critiques aussi, ça arrive du moment. tout à fait, parce qu'on est toujours perfectible, intéressant bien si sûr. c'est bien formulé. Non, mais c'est. Merci à Adrien Yo pour la technique aujourd'hui, parce qu'il y avait beaucoup de choses. À Quentin Guichard, Voilà, qui nous a fait quand même pas mal de tableaux. Merci à tous ceux qui ont travaillé avec nous tout au long de cette saison. Et puis on se retrouve donc début mars, la semaine du 2 mars 2026. Ça va être long l'hiver. Mais d'ici là, Stéphane, On coupe le contact.